Dans ce nouvel épisode, Emma partage son parcours scolaire et professionnel. Elle nous parle de ses défis en classe préparatoire littéraire et sa passion pour le monde de l'audiovisuel. Elle aborde aussi ses luttes avec l'estime de soi et son image, notamment à cause de son acné, et comment elle a appris à s'accepter. Elle met aussi en avant la complémentarité des idées dans son métier et l'importance de l'expression artistique. Je vous invite donc à découvrir son histoire. Bonsoir Emma, bienvenue sur ce nouvel épisode. Coucou Pauline, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me recevoir. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. La première question que je pose à tout le monde, c'est comment vas-tu? Bah écoute, ça va, ça va. En ce moment, je suis un peu sous l'eau avec tout ce que je fais. Je pense que c'est un peu la période de l'année où tout le monde est un peu sous l'eau en même temps. Mais sinon, ça va bien. Bon, là actuellement, on est fin avril, donc pour remettre un peu dans le contexte. C'est ça, Donc oui, une fin d'année qui approche à grands pas, une fin d'année scolaire, entre guillemets, professionnelle. c'est Je ça. vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites, car je pense que pas tout le monde te connaît. Bah, du coup, moi, je m'appelle Emma. Je viens de La Réunion. J'ai 22 ans. J'étais à La Réunion toute ma vie et j'ai déménagé à Paris, enfin à côté de Paris, il y a presque 3 ans maintenant, pour faire de l'audiovisuel pour mes études supérieures. Et aujourd'hui, je prépare tout juste mon diplôme et je suis vidéaste de manière générale et un peu créatrice de contenu sur YouTube. Mais on aura l'occasion d'en parler davantage et d'aborder différents sujets. Je vais compliquer un petit peu la chose et je vais te demander de choisir un mot pour te décrire. Angoisse. Euh, c'est dur. J'ai envie de dire, enfin, automatiquement, je pense à un mot un peu qui triche. J'ai envie de dire multicasquette, mais dans le même domaine pas multicasquette dans plein de trucs différents, mais voilà. Et en quoi est-ce que ça te représente bien? Parce que quels sont les différents domaines dans lesquels tu as pu évoluer? Ben, aujourd'hui, j'ai l'impression de toucher à plusieurs trucs, mais comme je disais, dans le même domaine, parce que ben, déjà, je suis encore étudiante, là. Donc les études, euh, la vidéo, tout ce qui est vraiment création de vidéo, chose que je fais, mais en même temps j'aime bien faire du montage vidéo, donc toujours lié, mais c'est un autre métier. Et ensuite la production. Je me suis découvert une passion pour la production de vidéo, donc encore une autre étape de ça. Et après, comme je disais tout à l'heure, un peu la création de contenu. Donc je trouve que ça fait pas mal de choses, mais c'est des choses que je kiffe faire. Eh Donc, bien, tant voilà. mieux, j'ai envie de dire tout simplement. Si tu aimes ce que tu fais, je pense que c'est le plus important. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à ça, à là? Quel a été ton parcours scolaire dans un premier temps, puis professionnel, peut-être aussi les activités que tu avais à côté. Comment est-ce que tout ce que tu as entrepris t'a mené à l'audiovisuel? Oui, carrément. Alors, en fait, si on repart des études, j'ai fait un bac L. Et après ça, vu que j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé étudier. Et en fait, à côté, bah, j'aimais faire des vidéos de voyage, notamment sur YouTube, parce que j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. Donc, j'aimais les filmer, ces voyages. Donc, je faisais ça à côté. Donc, c'est là que j'ai commencé à voir que j'aimais bien faire du montage vidéo. Mais voilà, mon petit plaisir, quoi. Puis j'ai été très souvent, enfin, j'ai grandi un peu avec les réseaux sociaux, la création de vidéos. Donc, j'ai toujours été un peu autour d'Internet. Et, euh, et donc, après mon bac L, j'ai fait une prépa littéraire. Et bah, cette prépa, c'est parce que j'aimais l'école, j'aimais un peu tout ce qui englobait bah, les filières littéraires, mais je savais pas exactement où aller et j'avais envie de rester à La Réunion. Je trouvais que c'était un peu trop tôt pour partir après le bac. Je trouve que c'est quand même un grand pas. Et du coup, ma prépa, je l'ai fait à La Réunion. Et donc, j'ai fait 2 ans entre chez moi enfin, en gros, j'étais à Saint-Denis et moi, je viens de Saint-Paul, de La Réunion. Donc, ça faisait que j'étais un peu seule, mais pas tant que ça. Donc, c'est un bon.
un bon petit pas, je trouve, pour prendre son indépendance petit à petit. Et donc, après ça, je me suis rendu compte que j'aimais bien le cinéma, parce que comme dans ma prépa, j'avais une option cinéma, mais c'était pas non plus, je faisais pas beaucoup de cinéma en comparaison avec le reste. Et du coup, je me suis renseignée sur qu'est-ce que j'avais envie de faire exactement, parce que j'avais envie de faire autre chose que de la théorie, parce que j'en faisais beaucoup. Et du coup, je me suis renseignée et je voulais faire du montage, donc j'ai cherché des écoles d'audiovisuel. Et là, cette fois-ci, en France métropolitaine. Et du coup, je suis allée faire une école qui s'appelle Paris Innov Campus, qui est une école digitale qui s'occupe de plusieurs filières liées un peu aux nouveaux médias, au digital, etc. Et du coup, moi, j'ai fait bachelor audiovisuel. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans ce milieu. Tu es arrivé par différents chemins, j'ai presque envie de te dire, entre Ouais, tes envies personnelles et le contenu que tu as pu créer sur différentes plateformes, et puis ensuite les premières approches peut-être plus théoriques en prépa. c'est ça. Est-ce que tu t'y retrouvais à l'époque? Comment tu t'es dit, ah bah potentiellement je vais faire ça pour mes études supérieures pour la suite après la prépa? Ça a été une révélation? Comment est-ce En que fait, tu l'as ouais. vécu? La prépa, c'est marrant. L'expérience, j'ai l'impression qu'elle est un peu toute similaire pour tout le monde. En fait, on a un peu tous des bons élèves au lycée, du moins des élèves qui apprécient étudier, qui apprécient la théorie. Et du coup, on se retrouve tous dans une classe, tous réunis. Et finalement, à côté des autres, on n'est plus rien. Et du coup, je pense que c'est un peu dur. Et du coup, enfin, comme on sait tous, hein, tout ce qui est autour de la prépa, c'est que c'est très dur. Et en fait, quand tu passes du lycée à la prépa, il n'y a rien à voir. Donc, tu tombes un peu de haut et tu te rends compte que c'est pas si facile. Et donc, j'ai un peu perdu tout cet amour et cette passion pour les lettres. Parce qu'en fait, j'en voyais tellement que j'en pouvais un peu plus. Et depuis, j'ai complètement arrêté de lire. Alors qu'en fait, c'était tout le principe de la prépa. Je devais lire plein de livres. Et vu qu'on me forçait à lire des livres, ben, je lisais un peu ce qui devait être lu. Mais ma lecture personnelle, bah, j'ai un peu mis de côté. Et j'ai perdu cette habitude. Donc, j'ai un peu mis de côté ça parce que c'était trop forcé et ça me correspondait pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'était ben, t'étais vraiment formé à passer les concours des écoles, des grandes écoles, l'ENS. Et moi, je pensais que j'allais être préparée aux écoles de cinéma et encore ça m'intéressait, même si aujourd'hui c'est plus l'audiovisuel. Et je pense qu'il faut bien séparer les deux domaines. Mais en fait, je voulais pas passer l'ENS, quoi. Et donc, ça m'a vraiment montré que bah, ce côté-là, j'aime bien, j'ai bien aimé, mais j'avais envie de changer un peu J'avais envie un peu de changer. Et donc, c'est pour ça que je rêvais, j'avais trop soif de pratique, en fait. Et donc, en prépa, et donc dans mon école, après, c'était vraiment que de la pratique. Et c'est marrant parce qu'au début, la théorie, ça me manquait un peu. On devait avoir des cours d'anglais, ça a été écrit dans la brochure, au final, il n'y en a jamais eu. Et moi, j'avais bien envie de ce genre de cours. J'avais envie un peu ouais, de faire comme avant, de me la péter, quoi. Mais, mais non, c'était que de la pratique et c'est tout un autre apprentissage et j'ai appris tellement de choses. Donc, je pense que ouais, la prépa, ça m'a montré que j'avais besoin de découvrir autre chose, même si ça me faisait beaucoup peur. C'est... Mm. Tu as le mérite quand même d'avoir validé tes 2 années de prépa, d'avoir tenu. Et j'aimerais bien savoir quel était le contenu de tes cours en option cinéma quand tu étais encore en prépa. Est-ce que c'était vraiment différent, je pense quand même, de ce que tu as pu apprendre ensuite en pratique dans ton école supérieure, mais Ouais. Ben, en fait, les cours de cinéma en option cinéma, c'est beaucoup d'analyse filmique. En fait, on regarde beaucoup de films et on les analyse. Euh, en fait, globalement, c'est vraiment ça en première et deuxième année. Et c'est génial parce qu'en fait, j'ai jamais regardé autant de films que quand j'étais en prépa. Parce qu'on en regardait avec, mais aussi parce que du coup, ça m'a donné vraiment l'amour pour ça.
j'avais encore plus envie de me documenter, j'avais envie encore plus de chercher de nouveaux films. Et en plus, j'en garde un bon souvenir parce que j'ai trouvé mon film préféré quand j'étais en prépa. Enfin, en option cinéma, j'avais un prof adorable d'ailleurs. Et on a regardé Mommy, film de Xavier Dolan. Donc, c'est mon film préféré. J'ai actuellement l'affiche sous les yeux sur mon mur dans ma chambre. Mais donc voilà, c'est beaucoup d'analyse filmique. T'analyses vraiment en gros, comment les films ont été créés, mais pourquoi, comment. Et en deuxième année, il y a donc, t'en fais un peu plus d'options cinéma. Et nous, on avait des thèmes. On avait la salle et ses spectateurs et le cinéma taïwanais. Je sais plus s'il y avait une période. Mais la salle et ses spectateurs, c'était vraiment intéressant parce que pour le coup, c'était vraiment des films où tu voyais des personnages qui étaient dans des cinémas et tu pouvais vraiment analyser le contexte et repartir sur l'histoire aussi du cinéma. Euh, voilà, tout ce qui est les salles sombres, le fait de se plonger dans le noir, qu'est-ce que ça apporte comme expérience. Et donc je trouve que ça change vraiment ton expérience d'aller au cinéma et de regarder un film. Et on passe un peu sur l'histoire. Donc voilà, je trouve que ça change vraiment ta manière de regarder des films. Et quand tu regardes des films, maintenant, tu analyses un peu tout. En tout cas, c'est des cours très intéressants. Moi, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout beaucoup regardé de films. Oui, tu avais même fait des revues un peu chaque mois sur tes films et tes lectures favorites sur ta chaîne Ouais, YouTube. Tu nous exactement. avais partagé ça. Et donc, tu disais que la prépa, ça a dégoûté de la lecture, mais ça ne t'a pas dégoûté d'aller au cinéma, je pense. Donc, est-ce que tu continues d'aller au cinéma ou au contraire, avec le travail que tu fais actuellement, tu n'as peut-être pas le temps, mais non plus pas l'envie, en fait, d'être enfermé dans une salle à regarder un film? C'est marrant parce que ouais, quand j'y avais jamais réalisé, mais je retombe encore dans le même truc. Mais là, c'est pas l'envie qui manque. Parce qu'en plus, quand je suis arrivée à Paris, j'étais trop contente d'avoir accès à toutes ces salles de cinéma, de pouvoir regarder des films d'époque. Donc, c'était cool et j'en ai pas mal profité quand je suis arrivée la première année. C'est qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps d'aller au cinéma, malheureusement. Mais j'aimerais, je suis encore abonnée à plein de newsletters ou des événements sur Instagram et notamment à la newsletter de MK2. Et du coup, j'ai toujours des événements, des avant-premières par mail. Mais là, en tout cas, ces derniers temps, j'ai plus trop eu le temps. Il faudrait que je retrouve une organisation pour pouvoir remettre ça un peu dans ma vie parce que j'aime toujours ça, regarder des films. Donc peut-être pour en finir avec un peu la prépa et où est-ce que tu en étais, quelles étaient tes astuces pour travailler? Comment est-ce que tu t'es organisée? Même si on sait que chaque organisation est propre à chacun, mais quelles ont été les méthodes que tu as pu utiliser? Bah, moi, déjà, ma méthode de travail, de manière générale, c'est beaucoup l'écrit. Bon, comme tout le monde, hein, je faisais des fiches et ça, c'est un truc qui m'aidait beaucoup parce que je remettais à ma sauce et je revoyais ce que j'écrivais. Mais ma plus grande méthode, en fait, pour pas... Et c'est en deuxième année que je l'ai acquise, cette méthode. Parce qu'en deuxième année, ça se passait beaucoup mieux. J'étais moins sous stress, j'avais moins de pression, en fait. Parce que aussi, je savais un peu plus où je voulais aller. Puis à un moment, disons qu'au milieu de l'année, j'avais déjà mon école. Donc j'étais moins stressée. Et en fait, donc déjà, j'ai relâché la pression. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais de séparer mon chez-moi de la prépa. Et en fait, ça devenait tout de suite plus vivable d'être chez moi et de me reposer, parce que c'est le secret, c'est d'être reposée. En fait, je vais rester au lycée pour, euh, pour réviser, pour faire mes fiches, pour faire mon travail. Parce qu'en soi, en deuxième année, je ne sais pas si c'est un peu comme ça pour tout le monde, je pense que ça dépend aussi des spécialités qu'on a. Mais il y avait quand même des jours où je finissais assez tôt, j'avais peut-être 2 heures de trou le soir, donc je pouvais rester à la bibliothèque ou juste dans une salle et je faisais tout ce que j'avais à faire. Et en fait, tu es déjà dans le cadre de travail, donc tu es vite plongé et en fait, t'es concentré que quand tu es chez toi, tu as juste envie de te reposer. Juste, voilà. Donc, moi, c'était vraiment de séparer mon espace de vie et l'espace de travail. Ça me faisait avancer plus vite. Bon, bah, j'invite tout le monde à prendre des notes, si ça peut les aider.
Donc, tu finis ta prépa, tu réussis, tu arrives en métropole, dans l'école que tu souhaitais. Comment est-ce que tout là se passe? Très bien, apparemment, puisque bah, tu t'éclates avec la pratique. Mais voilà, qu'as-tu appris? Quelles ont été les expériences marquantes? As-tu un événement à nous raconter? La vie à Paris? Voilà, partage-nous un peu plus ce côté-là. Ben, quand j'arrive à Paris, déjà j'ai la chance d'être accompagnée par mes parents qui m'aident un peu à faire mon déménagement. Je suis bien installée, donc j'ai déjà des bonnes bases. J'ai assez de chance là-dessus. Et en fait, au début, l'école, ça me faisait vraiment peur parce que pour moi, l'audiovisuel, c'est beaucoup de travail en groupe. Et moi, j'avais pas trop l'habitude de ça. Et c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, c'était de me dire que je vais devoir m'associer avec des gens, parler avec des gens. Et j'avais trop peur. Mais j'avais un peu peur des a priori, mais ça, c'est plus dans les écoles de cinéma, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est des clichés ou que c'est vraiment la réalité, mais que les gens soient un peu méprisants en termes de connaissances. Mais finalement, c'est pas du tout le cas dans notre école. Enfin, c'est pas ça, mais j'avais très peur les premières semaines. J'étais très stressée de devoir rencontrer des gens, rencontrer du monde. C'est tellement un gros changement dans une vie et ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu. Euh, et aussi, en fait, c'est quand on arrive, on se sent tous euh, pas à notre place. Pourtant, on l'est totalement. Mais c'est que, en fait, c'est quelque chose qu'on fait pour notre passion. Enfin, en tout cas, moi, et je sais que beaucoup de monde, c'était comme ça. On vient en école parce que on aimait regarder des films, on aimait faire du montage, faire des vidéos, mais juste faire des vidéos sur notre téléphone, enfin rien avec une très grande ampleur. Et du coup, on est assez, enfin, on se sent pas trop à notre place. Et moi aussi, c'était mon cas. Euh, je me demandais si j'étais vraiment faite pour ça. Et en fait, aussi quand tu commences, tu penses au gros métier que tout le monde connaît, donc être réalisatrice par exemple. Et moi, j'aimais aussi le montage, donc être monteuse, mais aussi réalisatrice. Mais en fait, il y a tellement de métiers à part ça et je m'étais dit je serais jamais à la hauteur d'être réalisatrice parce qu'il faut il faut savoir diriger des équipes et moi c'est pas trop ce que je savais faire et du coup ouais j'avais peur de pas être à la hauteur et d'être trop dépassée par des choses que je connaissais pas alors que c'est totalement le but des écoles. En fait rien que le fait de changer de logiciel de montage j'avais peur en fait de sortir de ma zone de confort. Moi, je montais sur Final Cut Pro et quand on est passé du coup à la suite Adobe, je m'étais dit non, je vais pas changer, je vais rester sur Final Cut Pro, je vais jamais y arriver de toute façon, ça va être trop dur. Et en fait, non, au début j'avais juste peur, j'avais juste pas envie. Et aujourd'hui, bah, je monte sur Adobe Premiere Pro et j'ai plus jamais ouvert Final Cut Pro. Donc, en fait, c'est juste beaucoup de gros changements et de dire que maintenant ça c'est la vraie vie et c'est juste plus t'as juste un petit hobby. Mais en fait, on découvre tellement de choses. Moi, je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir trouvé cette école. On est vraiment encadré par de très bons intervenants. C'est souvent des jeunes, ou pas forcément, mais des gens qui font ça comme métier et qui prennent de leur temps pour venir le montrer ce qu'ils ont appris dans leurs expériences. Et du coup, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et nous, on a fait de très belles rencontres. Donc voilà, c'est trop une chance d'être encadré par des gens qui aiment et qui aiment ce qu'ils font et qui sont un peu à la même place que toi, tu es. Oui, et Donc puis bah, comme tu disais aussi très bien, être avec des personnes qui partagent la même passion que toi, c'est forcément. ça. Et donc, ces travaux de groupe, comment est-ce que ça s'est passé? Bah, finalement, je suis bien tombée. J'ai très vite trouvé une grande collègue à moi, ma future associée, je pense, qui s'appelle Kélia. Euh, et en fait, je pense qu'on a commencé à faire connaissance et à travailler sur des projets ensemble à partir du deuxième projet. Parce qu'en fait, dans notre école, chaque année se passe par projet. En gros, on n'est pas noté avec des partiels ou quoi. C'est vraiment trois ou quatre projets dans l'année. Donc voilà. Et du coup, oui, je rencontre quelqu'un qui me ressemble beaucoup
et qui adore autant travailler que moi, qui adore autant le montage et découvrir de nouvelles choses. Et donc, on a très vite commencé à travailler ensemble sur les projets d'école. Et après, j'ai aussi rencontré mon copain, qui du coup, pareil, on a commencé à travailler tous les trois ensemble par la suite, à la fin de la première année de bachelor. Et en fait, c'est génial parce que dans ce métier, tout le monde est complémentaire. Tout le monde, surtout dans les études, où en fait, on arrive tous avec des idées, les idées, elles changent, euh, et on n'est jamais, enfin, personne n'est pareil, et donc tu peux vite trouver des groupes complémentaires. Et nous, c'est notre cas. Tous les trois, vous avez créé Account 7. C'est ça. Mm. Donc, est-ce que à quoi ça sert exactement? Avec qui travaillez-vous? Des entreprises? Vous êtes basé à Paris, mais quel est l'objectif? Je ne sais pas quel terme utiliser. Ce n'est pas une organisation, une entreprise, une association. C'est une team de tous les trois. Comment est-ce que Ouais. vous C'est ça. définissez Nous aussi, voilà. nous aussi, au début, on savait pas trop comment nous définir parce que, en fait, on n'était pas une boîte de prod, on n'est pas une agence, on est personne, on est juste nous. À la base, c'est vraiment juste un groupe, c'est vraiment AKE, c'est vraiment juste les initiales de notre prénom à chacun. Enfin, rien de compliqué. On avait juste envie de. En fait, on s'est rendu compte qu'on marchait vraiment bien à trois et qu'on avait envie de continuer tous nos projets un peu comme ça. Et du coup, bah, on a créé notre compte Insta et c'est un peu ça qui a un peu officialisé. Et aujourd'hui, on l'appellerait collectif, parce que collectif, ça engage rien de très administratif. Du coup, on peut dire collectif. Et en gros, tous les trois, on fait des vidéos. Ça peut être des clips vidéo avec des artistes, des publicités. Bon, ça, on n'en a pas encore beaucoup fait, mais ça peut être des publicités, des films de marque avec des entreprises, de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Euh, Ça peut être des courts-métrages. Généralement, ce sera plus pour nous, personnellement. Et, euh, et voilà. Eh ben, beaucoup de choses, beaucoup de cordes à vos arcs. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps est-ce que ça vous prend pour créer un clip à votre échelle? Du début Bah, vraiment de l'organisation au projet final, au lancement en fait, du clip, par exemple. ouais. Bah là, par exemple, je vais prendre un cas assez récent. En gros, là, on est en train de créer une série de clips vidéo. Donc, c'est pas un clip vidéo classique où c'est un artiste qui vient nous démarcher ou même nous qui allons démarcher un artiste, mais c'est un clip qui met en avant deux artistes, un artiste peintre et un artiste chanteur. Et donc ça, on va faire plusieurs épisodes. Mais disons qu'un projet comme ça va nous demander un mois, voire presque 2 mois de pré-production. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les artistes. On passe par les réseaux sociaux généralement. Ensuite, ce sera la prise de contact. Ensuite, on va organiser des rencontres entre les artistes, avec aussi l'équipe technique. Parce que du coup, j'ai pas vraiment répondu à toute ta question juste avant, mais en gros, nous, on travaille pas que à trois, parce que même si ça marche très bien, pour des gros trucs, trois, ça suffit pas. Il y a besoin de plus de monde. Et on travaille souvent avec des amis qu'on a rencontrés dans notre école pour nous aider sur le cadrage, sur le son, la direction artistique notamment, la déco. Donc voilà. Et donc, organiser des rencontres avec l'équipe technique, les artistes. Ensuite, il faut trouver le lieu. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que ça dépend pas vraiment de nous, le temps que les gens répondent. Et ensuite, on commence à prévoir la journée de tournage. Et donc, il faut communiquer à tout le monde quand est-ce qu'il va falloir être là, préparer tout ce qui sera régie, donc nourriture et, euh, et voilà, la réservation du matériel, commencer à préparer les scènes qui vont être tournées, prévoir les lumières, les plans au sol pour le cadrage. Après, le tournage, ce sera généralement pour nous une journée. Euh, Après, ça dépend. L'année dernière, on avait fait notre deuxième clip. On avait pris, je pense, 2, 3 jours maximum. Et après, le montage, ça va, ça nous prend.
2 à 3 semaines selon le temps qu'on a à disposition. Parce qu'en fait, vu qu'on Quand fait même. pas ça à plein temps, c'est en fait là, ce qui est compliqué, c'est que on se rend compte que ce qu'on fait, on pourrait le faire à plein temps, mais en fait, ça nous rapporte pas d'argent, c'est juste par pure passion et plaisir. Et du coup, il faut mettre ça après des journées de travail ou les dimanches. Donc voilà. Mais est-ce que tu as déjà pensé à te lancer à ton compte ou c'est quelque chose où pour l'instant tu te sens pas prête? Bah si, figure-toi que je me suis lancée, j'ai créé mon auto-entreprise la rentrée dernière pour pouvoir faire du montage pour des gens euh, ou pour faire des vidéos, des photos, mais plus particulièrement du montage, parce que c'est la tâche dans laquelle je me sens plus pro à faire. Mais en fait, j'aurais pas dû créer mon auto-entreprise tout de suite parce que pour l'instant, les projets qu'on fait, elles vont pas entrer dans le cadre de cette auto-entreprise, donc ça marche pas trop quoi. Pour le moment, j'ai pas trop le temps de prendre du temps pour faire ça. Mais j'aime bien et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire, en tout cas pour du montage. Ou alors, si on continue avec Antoine et Kélia, tous les trois, ce serait un peu un autre compte. Donc, ouais. Tu as lancé, pardon, ton auto-entreprise. Malheureusement, bah, avec tout ce que tu as à faire, j'ai pas envie de dire que tu ne t'investis pas, mais tu n'as pas la possibilité de t'investir autant que tu le souhaiterais. Parce qu'à côté, bah, tu travailles aussi. C'est de l'alternance, c'est ça avec tes études. Oui. Ouais, je suis en alternance là pour la dernière année de notre bachelor. Et c'est la première fois que je travaille en fait. Et c'est trop bien, franchement, je suis trop contente. Je suis tellement reconnaissante de l'entreprise dans laquelle je suis tombée. Du coup, nous, notre rythme d'alternance, c'est 2 semaines, 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, plus ou moins. Donc, c'est un contrat d'1 an. Et en fait, je suis chargée de production dans une boîte de production, une agence créative qui s'appelle Chose Commune. Et, euh, et je fais beaucoup aussi de technique, en fait, parce que c'est quand même une petite boîte. En fait, on est quatre au total. J'ai une autre alternante, ma collègue, qui a commencé en même temps que moi. On fait à peu près la même chose. Donc, on travaille vraiment avec les deux fondateurs de la boîte. Et il y a nous deux. Et donc, ouais, on fait beaucoup de techniques, notamment du montage ou un peu d'édition de photos, création de contenu pour les réseaux sociaux. Euh, et on fait aussi un peu de captation pour des événements, contenu institutionnel. Après, quand c'est des plus gros tournages, nous, on sera plutôt là pour organiser, contacter ou prendre le montage. Des fois, on va pas tourner, on va envoyer des vidéastes réaliser les captations parce que c'est un peu plus gros. Et ça nous évite de louer le matériel. Donc, c'est les vidéastes qui gèrent et nous, on va peut-être reprendre le montage parfois. Et, euh, et voilà, donc franchement, je suis trop contente. En fait, ce qui est génial, c'est d'arriver dans une petite boîte. Et elle existe depuis 2 ans, je crois, 3 ans. Et donc, en fait, tu as l'impression de vraiment servir à quelque chose. Et ça, c'est ça, c'est vraiment bénéfique. Et, Peut-être que tu sers à trop de choses, non? Est-ce que tu parlais, bah justement, le premier mot que tu avais évoqué pour te définir, c'était multicasquette. Est-ce que bah, parfois tu te perds quand même un peu à me dire, ouh là là, ok, je fais un peu de ci, un peu de ça, je vais rajouter ci, ou au contraire, bon bah en fait ça te convient, parce que je pense que dans une petite entreprise comme celle-ci, bah, effectivement, on doit toucher à tout. Ouais, c'est ça. Mais non, je trouve que ça va. Moi, en fait, je trouve que ça me convient parce qu'en fait, vu que j'aime bien la production, ça permet d'en découvrir un peu plus parce que j'avais vraiment besoin d'expérience professionnelle là-dedans parce que j'en avais pas du tout. Et toujours de garder un peu ce que je sais faire de manière technique. Mais en fait, moi, franchement, je trouve que c'est varié comme je l'aime. Mais c'est, disons, aussi varié que ce que je fais avec mes amis juste pour le plaisir. Du coup, ça fait juste 2 couches de trucs, mais au sein de l'entreprise, ça va. Je trouve que pour l'instant, en tout cas, ça me va bien. Le rythme n'est pas non plus effréné. Il y a des périodes un peu plus calmes que d'autres, donc ça me permet quand même de respirer. Euh,
Mais en fait, moi, je suis vraiment trop reconnaissante de mon entreprise, c'est que je trouve vraiment avec des gens très humains. Et en fait, quand j'entends les, euh, enfin, quand je lis les posts LinkedIn sur les alternances, que je vois à quel point c'est compliqué d'en trouver et à quel point il y en a qui se passent très mal. Il y a tellement de gens qui doivent arrêter leur contrat, qui se sont virés pour rien du tout, ou juste qui ont des très mauvaises expériences et qui doivent juste serrer les dents. Moi, ça m'en dingue, je comprends pas comment c'est possible. Euh, Parce que du coup, moi, dans ma boîte, je me sens écoutée et je me sens utile, mais pas, je me sens pas non plus comme si je faisais trop de travail que je devrais pas faire. Je suis, je sais pas, je Tu suis es à ta juste, place. voilà. Et on espère que ça va continuer comme ça, tant mieux. Qu'est-ce que tu préfères le plus quand tu montes un projet? Enfin, je veux dire, là, on parle vraiment de montage, hein. Monter, tu as les rushs, tu dois monter le film, le clip et autres. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que c'est créer l'histoire, transmettre un message? Est-ce que c'est le côté artistique que tu peux parfois apporter en jouant sur les différents plans? Est-ce que c'est se dire, je suis l'une des dernières personnes à monter et à finaliser ce projet, donc tout repose entre mes mains. Voilà. Qu'est-ce qui te fait Intéressant. vibrer? Je dirais que c'est un peu mettre ma petite patte. Parce que généralement, moi, je participe moi à l'écriture d'un projet. Et donc, enfin, ça dépend, en vrai. Ça dépend, mais ça me permet de m'exprimer juste à travers le montage. Et ça, je trouve ça cool. Et je pense qu'au fil des années, j'ai réussi un peu à développer ma part artistique. Et donc, c'est vraiment de mettre mon style. Et des fois, il faut faire gaffe à pas trop mettre son style dans des projets qui ne t'appartiennent pas. C'est le risque. C'est sûr. Mais, Et quel est mais ton ouais. style? Est-ce que tu es plus axé noir et blanc, couleur? Si tu devais peut-être définir, bon, c'est un bien grand mot, mais nous expliquer un peu ton style visuel. Avec mon style, euh, quelque chose de assez contemplatif. Je fais pas de montage dynamique, je vais pas trop sur After Effects, mettre du motion design et faire des trucs de fou. Ça, c'est pas mon truc. Donc je dirais que c'est assez simple, mais je respecte tous les codes du montage pour que ce soit dynamique quand même. Et j'aime bien le style un peu rétro. J'aime beaucoup mettre ce style soit de VHS, soit de pellicule. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça se voit aussi dans ton look vestimentaire, parce que si on regarde à tes réseaux sociaux, moi, avec ce que tu me décris là et la Emma que j'ai pu côtoyer et puis bah, voir aussi sur les réseaux, je dis, ça fait sens. Et en parlant des réseaux sociaux, est-ce que bah, justement, avec bah, toutes les qualités que tu as en création de contenu et en montage vidéo, etc., tu as pu déjà te mettre une pression pour te dire, je dois poster tant de fois par semaine sur YouTube, je dois poster une photo par semaine sur Instagram, je dois faire ci, ça, ou au contraire, tu prends tout avec distance et pour toi, tu vis les réseaux sociaux comme juste un moyen de s'exprimer sans peut-être un but particulier derrière. Je dirais qu'avant, je me mettais un peu la pression. Je disais avant, je pense que c'est pas il y a 2 ans, 3 ans, notamment sur YouTube, parce que j'aimais trop faire des vidéos, mais bah, c'est pas si facile que ça finalement de se filmer, de faire du montage. Enfin, du coup, je me mettais pas mal la pression parce que j'avais envie en fait que les gens regardent mes vidéos, que les gens s'attachent à ce contenu. Et donc j'avais envie d'être assez active. Et finalement, ça marchait pas forcément. Enfin, c'était pas toujours facile de garder le rythme. Et du coup, aujourd'hui, en fait, sur ma création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je me mets pas trop la pression. J'essaye là en ce moment de me dire qu'il faut pas que j'abandonne, que je poste au moins une fois par mois,
En fait, si des fois je peux pas trop, ben, c'est pas grave. Et si je suis motivée pour poster 3 fois par mois, ben, parfait, c'est bien. Mais disons que c'est pas non plus mon but premier. J'ai pas envie de perdre l'amour du montage, l'amour de la création de vidéos que j'ai. Du coup, j'essaie de pas trop mettre la pression. Et pour Instagram, en vrai, non, ça va. J'ai jamais eu trop eu de pression à poster ou à faire des stories. Aujourd'hui, j'ai envie là, cette année, d'être assez active. Euh, mais je le fais un peu naturellement, du coup. Donc, je réfléchis pas trop. Et là, j'ai commencé à faire pas mal de TikTok ces dernières semaines parce que je trouve que c'est trop un outil, en fait. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça, hein. C'est un outil de promotion excellent. Du coup, j'ai commencé à faire un peu de TikTok sur bah, mon école, sur mon quotidien de vidéaste, parce que du coup, c'est plus rapide à faire. Et du coup, des fois, enfin, j'aime bien montrer mon quotidien, donc je commence à faire des TikTok. Mais comme ça, par plaisir. Et TikTok, c'est de la vidéo, donc c'est ton élément. Peut-être plus qu'Instagram où de base c'était pour la photo. Ouais, Aussi, totalement. c'est peut-être pour ça que tu t'éclates un peu plus. T'as raison. Alors D'accord. personnellement, il y a une chose que j'admire quand je vois tes réseaux sociaux, c'est que tu te montres au naturel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bah, je vous invite à découvrir son compte et on voit que tu as de l'acné. Et j'aimerais bien savoir si tu veux bien nous partager ton expérience avec ça, comment est-ce que tu l'as vécu durant ton adolescence, comment est-ce que tu le vis maintenant et comment est-ce qu'aussi tu es venu peut-être bah, à t'afficher bah, au naturel tout simplement. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon image, avec ma confiance en moi de manière générale. Euh, et même si je me suis quand même beaucoup pris en photo quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu du mal à voir ma peau naturelle. Mais en fait, je me suis jamais vraiment maquillée parce que j'aime pas trop la sensation que ça fait. J'ai peut-être déjà un peu essayé, mais j'avais pas trop. J'aime pas trop la sensation sur moi, en fait, vraiment physiquement. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée à être obligée de montrer mon acné. Et je me suis pris beaucoup bah, pas de remarques, mais bah, si, des remarques. Pas des, pas des gens forcément, disons, au collège, des amis, mais plutôt au niveau de la famille. Tu sais, tout le monde a envie de te trouver ta solution miracle. Tout le monde a envie que bah, parce qu'en fait, tout le monde voit que des fois ça va, l'acné, des fois ça part un peu, des fois ça revient. Et moi, je suis jamais allée voir dermato pour mon acné, je suis jamais allée voir personne. Tout le monde a essayé de me refiler des astuces. J'ai essayé plusieurs trucs avec ma mère, des crèmes, mais rien non plus de médical. Et du coup, disons que si toi tu regardes pas ton acné, dans tous les cas, les gens ils vont regarder pour toi. J'ai eu quand je faisais du babysitting, bon ça je pense que je suis pas la seule en vrai, mais un enfant qui m'a dit, mais t'as de la varicelle? Non, j'ai pas de la varicelle. C'est des boutons, t'auras ça quand tu seras adolescent, toi aussi. Ouais, bon, C'est ça va, c'est bon. un enfant, c'est pas grave. C'est ça. Mais, euh, mais donc, oui, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et en fait, petit à petit, ça allait un peu mieux. Et des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais en fait, j'en ai toujours. C'est juste que j'ai un peu guéri mon estime de moi-même avec le temps. Euh, bon, forcément, j'ai envie d'avoir la peau parfaite, hein, c'est sûr. Mais je sais pas, c'est ma peau et même si je pense que j'aurai des cicatrices toute ma vie, je suis contente de. Ben, en fait, j'ai jamais voulu passer à des traitements comme Roaccutane, par exemple, parce que en fait, je me dis c'est trop de souffrance pour ça, même si c'est de la souffrance d'avoir de l'acné, parce que ça fait mal des fois et parce que c'est dur de, de vivre avec pour le regard des autres, alors que c'est totalement naturel en vrai, quand ce n'est pas grave ou dû à un problème. Euh, Bah, je sais plus mon fil de pensée, je sais plus ce que je disais, mais oui, voilà, je suis contente de ne pas être passée par Roaccutane parce que je, quand je vois les conséquences, des fois, je me dis ça fait un peu peur.
Donc, juste, j'ai attendu, j'ai pas eu de remède mystère, j'en ai toujours en fait, mais je porte moins attention en fait à à mon image. Euh, j'ai guéri cette partie de moi-même avec le temps, je crois. Bon, écoute, c'est super. Tant mieux. Merci en tout cas de partager avec nous ce petit pan de ton histoire. Peut-être qu'à l'occasion, tu feras un petit TikTok pour parler de ça, même si tu n'es pas créatrice de contenu beauté ou lifestyle, On sait jamais. mais pourquoi pas? Puisque bah tous, on a eu notre période de bouton plus ou moins sévère quand on était jeune. C'est ça. Mais voilà, vraiment, tu te montres sur les réseaux, bah, tout simplement comme tu es, et je pense que ça se ressent aussi dans tes créations visuelles, où tu disais, bah, tu as un style plus contemplatif, et ne pas chercher non plus à faire, à mettre peut-être plus d'artifice sur, sur tes projets. Merci. Alors, je sais aussi que tu avais lancé une petite série sur ta chaîne YouTube qui s'appelle le podcast Dems, qui après, je crois, s'est transformé en l'apéro Dems. Pourquoi avoir voulu bah, créer cette table ronde? Ouais, j'ai voulu faire un podcast où en fait c'était juste un moyen pour moi de me poser et de discuter avec des amis, des proches. Voilà, exactement comme ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ça. De prendre en vrai le temps de se poser, de réfléchir à des sujets. En vrai, j'ai trop aimé faire le premier épisode. Et surtout, en fait, c'était de me prendre un peu plus au sérieux avec ma chaîne YouTube. C'était de faire un peu un contenu différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et, euh, et honnêtement, j'avais un peu peur de faire ce contenu. C'est un peu mon copain Antoine qui m'a poussé. Euh, et en fait, c'était juste très simple à faire. Enfin, c'était du plaisir. Et c'était pour ouais, bah, échanger sur des sujets. Donc le premier, c'était en fait le fait de vivre, de changer de pays, de traverser des océans pour vivre une nouvelle vie, l'impact que ça a dans les études et dans le quotidien. Et ça, c'était avec des amis. Ensuite, j'en ai fait un sur l'écriture. Et en fait, je trouve que bah, avec Antoine et Kélia, on adore parler de sujets qui parlent de passion. Et, euh, et j'avais pas mal d'idées en fait de faire des épisodes avec bah, des créateurs de tout type, des artistes, peintres, des créateurs, des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses. Parce que je trouve que les parcours enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, de tout le monde sont hyper intéressants et chacun a des expériences différentes et des manières d'être arrivé à ce qu'ils font aujourd'hui. Et je trouve que tu apprends tellement de choses et voilà, c'était pour discuter avec les gens, apprendre plus sur les gens qui m'inspirent et pour prendre un peu plus au sérieux mon contenu sur ma chaîne. Ben, écoute, on a la même vision des choses. Oui, je vois ça. Donc, tout est disponible sur la chaîne d'Emma. Je vous mettrai le lien en description. Alors, Emma, je pense qu'on arrive vers la fin de cette interview. Et avant de se quitter, j'ai deux petites questions pour toi. La première qui est, as-tu une anecdote à nous raconter? Alors, ça peut être sur ta vie à Paris, ça peut être sur ton déménagement en métropole, sur la prépa, sur un projet en lien avec ton travail ou voilà, comme tu le souhaites, une petite anecdote, là, positive ou négative, mais quelque chose qui a le mérite d'être partagé, même si ce n'est pas avec beaucoup de valeur, mais quelque chose qui peut nous faire sourire. Waouh! Négatif ou positif? J'avoue, j'ai plus d'anecdotes positives. Eh ben vas-y. Négatives, ça c'est cool. Euh, c'est pas vraiment des anecdotes en vrai. Une petite histoire là, comme ça, qui te vient. Ah, sur un tournage, il s'est passé ci ou ça. Bah, en vrai, je vais dire, c'est une anecdote très rapide, mais c'est la seule un peu négative. Mais elle sera rapide. Euh, pour notre court-métrage l'année dernière, du coup, on a fait des castings pour trouver trois acteurs. Et
Et en fait, on a eu par message notre premier message de haine de notre vie. Je sais Oula. pas si c'est mais j'espère pas. Enfin, j'espère que ce sera le dernier plutôt. Non, en gros, une fois qu'on a choisi nos acteurs, actrices, on fait des petits messages pour dire à tout le monde, bah, désolé, on n'a pas retenu votre candidature, on a trouvé d'autres profils. Enfin voilà, les choses se sont fait comme ça. Désolé, bon courage, à bientôt. Parce qu'on est jeune, on a le temps de prendre le temps de faire ces messages-là. Ça peut prendre du temps, mais nous, ça va, on peut se le permettre une fois que c'est fini. Et une dame, elle s'est beaucoup énervée contre nous. Elle nous a insultés. Elle dit qu'elle, elle travaille à Hollywood. Et elle nous a insultés, je vais pas dire les gros mots, mais j'étais un peu choquée. Voilà. C'est vraiment la seule méchanceté qu'on s'est pris dans dans toutes ces aventures. Parce qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur des gens très, très gentils. Mais cette dame avait pris très mal qu'on ne l'ait pas choisie. Alors que si elle était à Hollywood, je pense qu'elle n'a pas besoin de nous. Je pense Donc voilà, aussi, mais bon, on ne connaît pas sa vie. elle était motivée. Mais écoute, moi je suis contente d'entendre ça. Parce que bon, bah malheureusement, il y a quand même des personnes parfois qui cherchent un peu les embrouilles. Tandis que vous, comme tu l'as très bien dit, bah, vous aviez pris le temps d'expliquer la situation, de donner des retours, tout simplement. Peut-être que j'avais mal formulé, je sais pas. Je sais pas. Non, écoute, si les autres ne l'ont pas mal pris, c'est que vous aviez bien fait votre travail. Mais écoute, merci beaucoup. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'actuellement il y a un projet, un objectif, un rêve que tu aimerais entreprendre, mais pour lequel tu n'as pas encore eu soit le temps, l'envie ou la possibilité de d'oser ou de finaliser ou de te lancer tout simplement? Hmm. Est-ce que c'est forcément un projet qui, du coup, je n'ai pas pu faire ou juste un projet? Comme non, un projet là qui, ça peut être les deux. Tu peux nous dire bah, que tu voulais faire quelque chose, tu n'as pas pu le faire, mais aussi quelque chose que tu aimerais faire dans les années à venir ou demain, ou voilà, quelque chose vraiment qui te tient à cœur. Bah, en fait, là, je pense tout de suite à un projet. Bon, je saute sur l'occasion pour en parler parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un autre projet qu'on commence à faire et qui me tient beaucoup à cœur. Mais là, on va créer une association avec Antoine et Kélia. Ce sera des podcasts filmés, d'ailleurs, euh, au niveau de l'éducation et de la question de l'orientation qui est parfois un peu compliquée. Et donc, bah, le projet va se faire, donc c'est pour ça que je te posais la question. Mais c'est un projet qui nous tient bah, beaucoup à cœur aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. C'est bah, le premier projet, disons, structuré et organisé au niveau de l'administration, je veux dire. Donc, c'est un peu grand pour nous. Et on travaille à le faire là depuis le début de l'année. Mais c'est un peu long à faire et on a envie de le faire bien, donc ça prend un peu de temps, mais ça va se faire, ça va bientôt sortir. Et c'est vraiment une aventure pour nous parce qu'on n'a jamais fait ça, parce que c'est mêlé à la fois la création de vidéos, que ça on sait à peu près faire, mais tout ce qui est gérer une association, ça va être tout nouveau. Et donc ça c'est beaucoup dans ma tête. Bon, bah écoute, ce sera disponible sur quelle plateforme pour qu'on aille faire un tour? Ce sera sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube et Moi aussi aussi. sur Instagram. Mais bon, on sera là pour te soutenir, peu importe, je pense aussi pas à tes projets, puisque ben, tu es quelqu'un qui est passionné et ça se ressent. Emma, merci beaucoup. Si les gens souhaitent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de une rousse avec un X à la place du O. Pseudo super chiant d'ailleurs. Et sur YouTube, ma chaîne c'est EMS, E-M apostrophe S. Et puis le collectif aussi, comme on Et le l'avait collectif évoqué. Voilà. AKE 7 sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous êtes sur Paris, en région parisienne, je pense principalement déjà. Si vous avez des Mhm. projets pour vous, création de contenu pour vos entreprises ou autres,
Merci infiniment pour ce moment, Emma, et je te Merci à souhaite toi. une très belle soirée. Merci.